Comme toutes les semaines, jusqu'aux élections présidentielles, nous prenons 20 minutes ensemble pour débriefer sur les propositions des candidats autour du numérique. Et aujourd'hui, focus sur la souveraineté numérique. Comment les candidats se sont emparés de cette ambition et avec quelles propositions? On va poser la question à nos invités en plateau qui m'ont rejoint aujourd'hui. Philippe Pinault, PDG, cofondateur de Talk Spirit. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. À vos côtés, Bernard Benamou, secrétaire général de l'Institut de la souveraineté numérique, l'ISN. Bonjour. Alors, d'abord, si c'est vrai que le sujet de la souveraineté numérique revient souvent, est-ce que les candidats ont pris véritablement, d'après vous, la mesure de l'enjeu ? À l'heure actuelle, on peut déjà dire pratiquement qu'à de très rares exceptions, ils en parlent tous. Oui. Ce qui était un sujet inexistant. Je dirais même les positionnements politiques sur le numérique lors des précédentes élections étaient quasiment inexistants. Donc on ne peut que se réjouir de ça. Est-ce que pour autant ils prennent la mesure de ce qu'il serait nécessaire de faire ? Globalement, la réponse est non. Pour faire court, la réponse est non. Disons qu'il y a une préoccupation qui a été mise en valeur et éclairée dramatiquement au travers de la crise Covid. Peut-être malheureusement que la crise ukrainienne risque de renforcer encore sur les questions cyber, en particulier ces questionnements. Mais on sent que entre le désir d'en parler et l'articulation avec des mesures concrètes, efficaces dans ce domaine, il y a encore un large gap, un large espace qu'il faudra progressivement combler. Et il est clair que pour l'instant, dans ce que l'on peut lire, des propositions telles qu'elles sont établies, il y a quelques candidats qui essayent effectivement d'avoir une vision constructive, mais c'est pas encore, je dirais, un terrain commun pour l'avenir. Vous êtes d'accord avec Oui, tout à fait. En fait, effectivement, donc le sujet est aujourd'hui à l'agenda. Je pense que depuis la crise Covid, on a pu quand même... il y a eu une accélération en fait dans la transformation des modes de travail et puis aussi cette prise de conscience de la souveraineté qui est renforcée aussi par le contexte politique actuel. Ce que nous demandons aujourd'hui aux candidats et ce sur quoi nous les interpellons, c'est le passage aux actes. Et force est de constater qu'aujourd'hui, les programmes manquent encore d'ambition et de mesures concrètes pour permettre finalement l'émergence en France, mais plus largement en Europe, de ces champions numériques qui permettront de pouvoir asseoir une souveraineté européenne qui aujourd'hui fait encore défaut. Alors, plusieurs vecteurs sont proposés pour porter cette ambition. Si on plonge un petit peu dans les propositions des candidats, le premier, c'est peut-être celui qui fait le plus parler, c'est celui du cloud. Quelles propositions se démarquent ? Est-ce qu'elles sont réalistes ? Est-ce que le cloud sera un vecteur de souveraineté numérique ? Je laisserai monsieur en parler plus professionnellement par rapport à ça. On peut remarquer que chacun le voit sous son angle. Les écologistes le voient sous la transition énergétique, les souverainistes le voient sous la forme de l'hégémonie ou de la puissance. Le vrai problème, c'est qu'au lieu de ne parler que de financement, ce qui a été le cas lors de la mandature qui vient se terminer, on ne parle pas assez effectivement des mesures structurelles, en particulier sur la commande publique. J'imagine que nous serons d'accord là-dessus. Ce que font les Américains depuis 1953, le Small Business Act, donc le fait d'orienter vers des acteurs dans ce domaine une partie de la commande publique. Nous, effectivement, demandons cela au sein de l'Institut depuis très longtemps. Et globalement, je dirais, il y a un ralentissement de ces questions au niveau européen. Et il est temps de faire en sorte que maintenant, une partie de la commande, alors certains le demandent, certains parlent de quotas, mais les quotas ne préfigure pas que ce soit les petites entreprises qui en bénéficient. Donc moi je suis favorable aux quotas, mais pas seulement. Donc il faudrait effectivement une loi avec, je dirais, une administration, comme ça existe justement aux États-Unis, pour le faire. Et je dirais que cette proposition-là, elle reste à structurer pour l'avenir. Peut-être que dans les derniers jours du débat de la campagne, les choses émergeront, mais pour l'instant, elle n'est pas en dur auprès de l'ensemble des candidats. Est-ce qu'il y a eu des prises de position, par exemple sur le sujet sensible du Health Data Hub ? Alors sur le Health Data Hub, c'est pas vraiment le sujet sur lequel nous intervenons. Je représente le travail collaboratif en termes de secteur et de marché. Par contre, je peux parler de... On parlait d'offres publiques, c'est ce qui me fait rebondir. Oui, tout à fait. Mais je voudrais parler en fait des initiatives que nous prenons dans le cadre d'IT50+, qui est un groupement qui fédère aujourd'hui 300 signataires pour pouvoir interpeller justement le gouvernement et les acteurs politiques sur ce sujet de la commande publique, pour lequel nous aimerions en fait voir dans les programmes le fléchage des investissements publics sur
au moins 50% de la tech française ou européenne. Il y a effectivement aussi ce sujet du Small Business Act. Je pense que c'est un sujet majeur. Il y a un triple enjeu en fait autour de la gestion de la donnée. Il y a un enjeu en fait de souveraineté économique, mais également un enjeu géopolitique et un enjeu éthique. Il est absolument fondamental que les candidats à l'élection présidentielle intègrent vraiment cet actif stratégique qu'est la gestion de la donnée, la protection de la donnée, la sécurisation de la donnée. Et nous espérons, à l'occasion de ces élections, que le cloud, dans lequel finalement transite cette data, soit vraiment bien pris en compte pour que l'on puisse enfin développer cette souveraineté européenne de gestion, autour de la gestion de la donnée. Mais alors, si on voit que les candidats ne sont pas vraiment emparés du sujet, moi je reviens sur cet exemple du SDataUp, parce que si ça ne parle pas aux candidats, qu'est-ce qui va leur parler ? C'est une excellente question. Le fait, effectivement, que le SDataUp ait pu... Alors, je précise, c'était avant la pandémie, parce que tout le monde pense que c'était produit pendant la pandémie. C'était juste avant. Donc, la décision a été prise avant. Le fait qu'on n'y soit pas revenu, ou qu'on y soit revenu en disant, dans 2 ans, nous allons changer de prestataire, mais qu'entre-temps, on est favorisé, quand je dis on, à savoir le gouvernement, qui a aidé à ce que se crée, effectivement, et a soutenu et a promu, par exemple, la société bleue, qui rassemble Orange, Capgemini et Microsoft avec Azure, et qui soit quasiment maintenant certain d'obtenir l'hébergement après effectivement, qu'il a été confié à Microsoft au départ, ça, c'est une erreur stratégique majeure. Erreur politique, dans le sens où on dit aux Français, vos données iront malgré tout être traitées par un Américain qui peut être requis par les services de renseignement américains au travers de la loi dite FISA, peu importe, pour les plus juristes. Mais fondamentalement, c'était une erreur. Je pense que là-dessus... Et là, aucun candidat n'a pris conscience. Si, il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns qui disent que c'était une erreur. Il y en a quelques-uns qui disent qu'il faut que les données des grandes administrations et les données sensibles soient confiées uniquement à des entreprises européennes, pas simplement hébergées en Europe, parce que le héberger en Europe ne suffit pas. Je veux dire, on sait très bien, et Snowden et d'autres nous l'ont appris, que peu importe où est hébergée une donnée, si elle est, entre guillemets, maîtrisée par une société américaine, elle est ces data peuvent. Voilà. Et donc, par définition, si nous, Européens, qui avons justement remis en cause le Privacy Shield au travers de la Cour de justice, c'est-à-dire en clair la transmission automatique des données des Européens aux États-Unis parce qu'il y avait un problème de sécurité et de fiabilité, si nous ne faisons rien, et donc, à votre question, oui, je dirais qu'il y a quelques candidats qui ont clairement dit et fait comprendre à quel point le SDataUp, c'est le cas de Valérie Pécresse par exemple, mais pas que. Mais effectivement, il n'y a pas encore une ligne rouge sur le fait de dire les données les plus sensibles, données militaires, données médicales, données génétiques, ne devront à aucun prix être traitées par des entreprises extra-européennes. Je pense que ce point-là devra être en dur dans les années à venir, parce que le risque est beaucoup trop grand. Autre vecteur de souveraineté, la régulation des GAFAM. Alors là, on a entendu beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je peux vous citer quelques exemples, peut-être. On va voir ensemble ce qu'on peut en dire. Marine Le Pen veut obliger les maisons mères des GAFAM à rompre le lien hiérarchique qui unit les filiales européennes à leur siège pour que celles-ci deviennent indépendantes. Jean-Luc Mélenchon veut refuser la censure privée sur les réseaux sociaux des GAFAM. Yannick Jadot, une taxe Google pour financer la création de contenu culturel. Alors, est-ce que toutes ces propositions, elles sont réalisables à l'échelle européenne? Est-ce que c'est la solution, peut-être, ce vecteur des GAFAM pour porter la souveraineté numérique à l'échelle européenne? Sur la régulation, je pense qu'il faut laisser aux Américains le soin peut-être d'être leader sur ce type d'action. Nous, ce que nous demandons en fait au niveau européen, c'est d'abord que ces sociétés respectent la protection des données. La plupart de ces sociétés aujourd'hui, on ne le sait pas suffisamment, ne respectent pas le cadre de la RGPD. Je pense que l'Europe s'est dotée d'un dispositif courageux, innovant, sur la transparence et la protection des données. Et force est de constater aujourd'hui que la plupart des sociétés américaines sont, sont hors la loi. Par rapport à cette réglementation. Et je pense qu'il Ils en ont conscience, les candidats, ça ? Bien sûr qu'ils en ont conscience. Les procès aujourd'hui sont publics contre ces sociétés. Citons par exemple Microsoft, qui, en dehors d'ailleurs de sa politique anticoncurrentielle, a nombre de procès sur l'absence de protection des données du cadre de la RGPD. C'est un des exemples sur lequel je pense qu'il faut qu'on soit très ferme. Et comme vous l'avez rappelé, qu'on ne fasse aucun compromis et aucune compromission
régulation par rapport effectivement à cette gestion de la data. Est-ce qu'on est capable, comme l'a suggéré Nicolas Dupont-Aignan, de proposer un moteur de recherche et des réseaux sociaux pour les pays francophones, moteur francophone? Donc c'était ça l'idée, c'est d'arriver en fait avec une nouvelle concurrence pour pouvoir se débarrasser peut-être d'une certaine façon de l'hégémonie des GAFAM. C'est le prototype de la fausse bonne idée. C'est le prototype de la fausse bonne idée. Ça a été retenté à plusieurs reprises. Alors les plus anciens d'entre nous se souviennent de Quaero, avant même de parler de Quant dans la période récente. Non, en fait, ce qu'il faut, c'est essayer d'être présent non pas sur des domaines où même Microsoft, pour ne parler que d'eux, avec Bing, n'ont fait qu'ébrécher le monopole de Google. Non, il faut d'une part, c'est là où nous aurons peut-être une petite différence, je pense effectivement que les lois et projets de directives européens sont très importants dans l'avenir, les 4, puisqu'on parle surtout DSA, DMA, vous en parliez à l'instant, bien sûr. Mais il y a aussi DGA, Data Governance Act, sur tout ce qui sera courtier en données, donc régulation de la donnée, et AIA sur la régulation de l'intelligence artificielle, donc Artificial Intelligence Act. On va y revenir. Donc, voilà, je pense que là-dessus, c'est un point. Mais il faut bien avoir en tête que globalement, nous devons d'être présents sur les segments à venir. La santé connectée, la maîtrise de l'environnement, les transports connectés, intelligents, voire peut-être autonomes, etc. etc. C'est sur ces prochains... Alors, je ne dirais pas comme l'un des candidats que je ne citerai pas, il faut uniquement aller sur le quantique, les GAFA, c'est terminé, il n'est même pas la peine de les concurrencer. Non. C'est Éric Zemmour, je crois, je ne sais pas qui a ce positionnement. je ne sais pas de quoi il est question. Mais fondamentalement... je crois qu'on doit accompagner le mouvement là où nous sommes forts. C'est pour ça que le débat sur le Health Data Hub est aussi important. C'est parce que nous avons à faire véritablement dans ce secteur de la santé, de l'assurance et peut-être aussi des fintech, puisque tout ça sera lié à l'avenir. Nous avons effectivement une carte à jouer européenne qui sera majeure. Donc le fait de confier à des acteurs extra-européens et d'autant plus un contresens industriel par rapport à cela. Donc, oui. Alors vous avez parlé de l'enjeu, pardon, je vous coupe, de la cybersécurité. Effectivement, là aussi, énorme point sur le sujet de la souveraineté numérique. Et là, on voit encore une fois que ce sujet a été saisi par les candidats à l'élection présidentielle. On lit des propositions autour de ce sujet à peu près dans tous les programmes. Protéger nos infrastructures, protéger nos données. On a entendu des propositions autour d'une 4e force armée, par exemple. Est-ce que les propositions qui sont aujourd'hui proposées sont solides, concrètes, à la hauteur des enjeux ? Là encore, je pense que les idées, les intentions sont bonnes. Ce qui reste à faire, c'est le passage aux actes. Oui. Donc, alors, on peut citer quand même dans le domaine de la cybersécurité la mise en place d'une norme récente, le Secnum Cloud, qui vise en fait effectivement à certifier les opérateurs qui hébergeront les données sur des clouds de confiance et qui respecteront les plus hauts standards en matière de sécurité. Maintenant, il faut, je pense, aller beaucoup plus loin. Et à nouveau, je voudrais revenir sur la question du respect de la RGPD, qui est un point majeur, parce qu'il s'agit en fait effectivement d'opérer nos données par des acteurs européens qui ne sont pas soumis à l'extraterritorialité des données, qui reste un point sensible. Pour rester aussi sur ces enjeux de cybersécurité, vous vouliez réagir, je crois, Bernard Benamou. Oui, sur Secnum Cloud, moi j'ai un vrai problème. Parce que le fait effectivement de permettre à des entreprises extra-européennes de mettre la main sur les données les plus sensibles, données militaires. Alors, on a vu l'alliance Google-Thales, qui est là aussi, je trouve, quasiment surréaliste dans la période. On parlait de bleu, Google-Thales, c'est encore un étage supplémentaire. Et le fait en plus d'éliminer, et ça a été quasiment dit par Guillaume Poupard de l'ANSSI, cette procédure de Secnum Cloud est tellement complexe que la plupart des PME ne peuvent tout simplement pas y consacrer les moyens qui leur permettraient d'être présentes. Donc, les PME sont exclues aujourd'hui des propositions et du cadre réglementaire ? Je dirais que c'est le parent pauvre. À l'heure actuelle, vu la période, tout le monde ne se gargarise que du mot start-up et maintenant du mot licorne, sachant qu'il faudrait comparer avec nos voisins européens qui ont, par exemple, pour nos voisins allemands, quasiment 2 fois plus, et anglais, alors certes pas européens maintenant, mais 4 fois plus. Donc je pense qu'il faut être modeste quant à notre comparaison. Donc oui, je pense qu'à l'heure actuelle, la vraie progression possible des PME, ce n'est pas, j'imagine mon voisin qui me dira le contraire, vers des ETI, vers possiblement des succès internationaux, ça reste l'exception, qui est de belles valorisations européennes et françaises. Moi, je ne peux que m'en réjouir. Mais nous n'avons pas encore mis en place les aides, les mécanismes, les soutiens, les encadrements juridiques qui permettront
comme on en parlait avec le Small Business Act, une véritable croissance vers des acteurs de taille internationale. Donc la souveraineté par la French Tech et par ces licornes, c'est un petit peu idéaliste pour l'instant. Pour l'instant, soyons très clairs, nous n'avons aucune, ce que j'appellerais, licorne systémique. C'est-à-dire qu'ils soient capables à terme de rajouter des lettres à GAFAM, BATX, NATU et autres acronymes du genre. Non. Donc il nous faut aller vers cela. Ça ne se décrète pas. Je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'une économie dirigiste doit créer ex nihilo une entreprise de genre. Non. Mais aider, favoriser, comme le font les États-Unis, au travers de la commande publique, au travers de l'aide à la recherche fondamentale, de manière à ce qu'effectivement, derrière, ces entreprises aient des clients et pas simplement des financements initiaux, ce qu'elles ont malheureusement trop souvent avec des financeurs anglo-saxons, puisque les grands tours de table dont nous parlons, la plupart du temps, ce sont aussi et d'abord des financeurs extra-européens. Alors, vous n'avez pas cité Éric Zemmour tout à l'heure en parlant de quantique et d'intelligence artificielle. C'est vrai que ce n'est pas extrêmement répandu dans les programmes aujourd'hui. Pourtant, ça fait partie des sujets de demain qui pourraient peut-être porter la souveraineté numérique française au niveau européen. Oui, tout à fait. Enfin, le quantique est un sujet d'avenir, un sujet qui est en développement. C'est aussi un buzzword, comme tout sujet qui est émergent. Maintenant, je pense que ce qui est important, c'est de développer une souveraineté sur l'ensemble de la verticale, pas simplement sur, je dirais, un des différents compartiments. Et donc, il faut penser souveraineté sur le hard, sur le soft, sur l'intelligence artificielle, sur effectivement cette dimension quantique. Et c'est à cette condition, je pense, que nous pourrons créer cet écosystème souverain qui permettra de faire émerger de futurs champions. Alors, Jean-Luc Mélenchon a parlé du numérique comme bien commun national. On l'a d'ailleurs entendu ce terme être utilisé à plusieurs reprises. Qu'est-ce que ça veut dire d'abord ? Qu'il y ait des choses qui appartiennent, maintenant on dit les communs, ça me paraît toujours bizarre parce que c'est une adaptation du terme anglais, les commons, mais qu'il y ait des communs dans le patrimoine informationnel par exemple, c'est une chose dont on peut effectivement discuter, et que le logiciel puisse être développé au travers du logiciel libre, qui est l'une des créations européennes. N'oublions pas que Linux et autres grandes briques de logiciels sur l'intelligence artificielle, par exemple, ont été faites souvent par des Français, Linux par un Scandinave, mais fondamentalement par des Européens. Donc là-dessus, qu'il faille recentrer le débat, mais penser qu'à soi seul, le logiciel libre, dont je suis un militant historique, soit suffisant pour contrarier, entre guillemets, l'hégémonie des grands groupes, non. N'oublions pas que et Google et Facebook, par exemple, sont des grands promoteurs de solutions de logiciels libres. Mais ça ne les empêche pas d'être aussi en abus de position dominante de façon absolue dans certains domaines. Donc je crois que c'est important. Et il n'est pas étonnant que Mélenchon participe de ce mouvement-là, mais ne pas considérer que ce soit une solution à soi seul, mais qu'il faille un mot suranné qui sent un peu les années 70, qu'il faille une véritable politique industrielle dans ce domaine, parce qu'en gros, c'est le mot que l'on n'entend plus. C'est-à-dire qu'on dit financement, concurrence et effectivement possibilité d'arriver sur le marché. Les Américains, et encore moins les Chinois, ne sont dans la concurrence libre et parfaite. Ce n'est pas vrai. Et ils sont dans l'intervention forte sur la défiscalisation d'un Tesla ou d'un SpaceX, lorsqu'ils ont effectivement des opérations, dans la commande publique massive de la NASA, justement, pour SpaceX, et d'autres. Ils sont dans l'intervention forte des États et de l'État fédéral. Par définition, nous devons de cesser, ce qu'a dit très bien Thierry Breton, la naïveté européenne dans le domaine de la concurrence. Nous devons d'établir, là où justement d'autres le font, d'établir des barrières. Alors ça porte un mauvais nom, puisqu'on ne l'aime pas, c'est le mot protectionnisme, certes, mais à un moment donné, nous n'avons pas le choix. Et sur les technologies stratégiques, les microprocesseurs, entre autres, il nous faut être présents. C'est ce que comprend c'est ce que maintenant comprend toute l'Union européenne. On ne peut pas ne pas y être, et nous avons là-dessus largement fauté en pensant que les Chinois feraient très bien l'affaire ou les Taïwanais. C'est des sujets qui ont été portés par le gouvernement actuel. On peut se poser la question, c'est la question qu'on s'est posée la dernière fois qu'on a fait ces débats, donc je vous la pose aujourd'hui. Est-ce que quand on n'est pas candidat président, on a la mesure du poids qu'aura la France sur le secteur numérique? Est-ce que les propositions sont cohérentes et elles le resteront une fois que ces candidats auront pris le pouvoir? Nous l'espérons. Enfin, encore une fois, je pense que les idées sont sur la table. Maintenant, il est important que ces idées se traduisent au niveau français, mais aussi au niveau européen. On a aujourd'hui des réglementations qui sont en discussion au niveau européen qui vont dans le bon sens. Ce n'est pas suffisant. Je pense qu'il faut rappeler quand même ce que le nerf de la guerre, ça reste le financement de notre écosystème pour encourager le développement de solutions qui existent, qui sont là,
et qui aspirent à devenir demain de véritables champions. Je vais reprendre notre domaine qui est celui du travail collaboratif. Aujourd'hui, nous sommes au moins 8 solutions à pouvoir prétendre prendre le relais de ce que sont les GAFAM, en fait, tout simplement. Et nous attendons, en fait, du gouvernement qu'il puisse soutenir cette filière en permettant de mettre en place une sorte de Small Business Act à la française, et à nouveau, donc, en fléchant la commande publique vers notre secteur, comme l'ont fait, le grand absent, comme l'ont fait, en fait, les autres grands États qui ont largement financé le développement des GAFAM. Rapidement, on conclut. J'allais dire, même un extrémiste de gauche comme M. Geoffroy Roux de Bézieux est désormais favorable au Small Business Act. Donc je pense qu'il est temps effectivement que même des gens plus à droite que lui finissent par s'y mettre. Merci à tous les deux d'avoir pris le temps de venir en plateau aujourd'hui pour faire un point sur les ambitions de souveraineté européenne des candidats à l'élection présidentielle qui aura lieu dans 2 semaines. Bernard Benamou, je rappelle, vous êtes secrétaire général de l'Institut de la souveraineté numérique, l'ISN, et vous, Philippe Pinault, PDG et cofondateur de Talk Spirits. On poursuit quant à nous avec votre rendez-vous à la découverte du biomimétisme. C'est parti.